Et ouais, si quelqu'un veut rentrer, c'est bon. C'est bon. Indigo. Bon, ben, ta feuille, ça va aller mieux. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce Midi Découverte où on va aborder un sujet quand même d'actualité qui sont les minéraux critiques et stratégiques. Donc, formule hybride aujourd'hui, on a beaucoup de monde aujourd'hui dans la salle, donc merci de votre présence. Et on a aussi des gens qui sont à distance, donc il va falloir là, à la fin, si vous avez des questions, les poser dans le petit micro. C'est toujours bien important pour que les gens à distance puissent vous entendre. Notre présentateur aujourd'hui, donc Julien Mosselin, qui est chargé de projets dans le secteur minéral chez Coalia. C'est tout récent, donc depuis janvier 2026. Il est titulaire d'un doctorat en génie chimique et métallurgique spécialisé en traitement des minerais et en procédés hydrométallurgiques. Il possède une solide expertise dans le développement, l'optimisation et la mise à l'échelle de procédés applicables à une large gamme de minerais et de sources secondaires de métaux. Donc, la présentation d'aujourd'hui va durer, comme à l'habitude, une vingtaine de minutes, 5 à 10 minutes de questions à la fin. Et pour les personnes à distance aussi, il y a la section Q&A là, qui peut être utilisée. Stéphane, mon collègue, va pouvoir relayer les questions. Sinon, je pense que je te laisserai le champ, oui. Donc, merci de ta présence encore une fois. Merci pour l'introduction. Donc aujourd'hui, on va parler des minéraux critiques et stratégiques. Donc on entend beaucoup de choses autour des minéraux critiques et stratégiques. Et afin de mieux appréhender les problématiques liées à les géopolitiques autour de l'extraction, l'approvisionnement et l'utilisation des MCS, on va commencer par répondre à quelques questions. Donc l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est de parvenir à savoir finalement qu'est-ce que c'est qu'un minéral critique et stratégique. La définition peut être quand même assez difficile à cerner. Pourquoi ils sont considérés comme à la fois critiques et stratégiques? Et quels sont les enjeux géopolitiques liés à la production et à l'approvisionnement des MCS? Ensuite, on va parler des stratégies que le Canada et le Québec mettent en place actuellement pour renforcer leur autonomie en matière d'approvisionnement et de production des MCS. Ensuite, on va parler du rôle que peut jouer le Québec dans l'utilisation des MCS. Et on va terminer par parler sur qu'est-ce qu'on fait, nous, à échelle locale, plus locale, à Tetformine et à Coalia, pour valoriser ces MCS. Donc, comme je le disais, la définition d'un minéral critique et stratégique est assez difficile à cerner. D'après le site du gouvernement Canada, un minéral est critique lorsqu'il est essentiel à la sécurité économique du Canada et qu'il est menacé d'un problème d'approvisionnement. Par exemple, parmi ces minéraux, on va retrouver l'antimoine, le bismuth, le cadmium et le césium. L'antimoine, clairement, il y a une problématique d'approvisionnement actuellement puisque c'est la Chine qui fournit majoritairement l'antimoine
dans le monde. Un minéral est maintenant stratégique lorsqu'il est nécessaire à la transition vers une économie à faible émission de carbone, c'est-à-dire tout ce qui est électrification des transports, les batteries pour les véhicules électriques et les hautes technologies. Donc, parmi ces minéraux, on retrouve bien sûr le lithium, le nickel et le cobalt, on en entend beaucoup parler, qui sont utilisés dans la fabrication des batteries pour les véhicules électriques. Dans la liste, on retrouve également les minéraux qui peuvent être produits au Canada, donc il y a l'uranium et la potasse, mais également les minéraux qui sont une source durable de minéraux critiques pour nos partenaires et alliés. Donc par exemple le gallium, le germanium, tantal, aluminium et uranium. Donc finalement, la définition est assez flexible et la liste des MCS est également très flexible. Et elle va dépendre d'un pays et même d'une province à une autre, finalement. Finalement, c'est ça. Une province ne va pas forcément avoir le même nombre de MCS qu'une autre province ou qu'un autre pays. Ça va vraiment dépendre de ses désirs et de ses désirs et sur quoi ils veulent se focaliser finalement. Au Québec, on est l'un des premiers à avoir établi une liste. C'était en 2020 et au début, il y avait 22 éléments. Maintenant, on en a 28 MCS. Au Canada, il y en a 35. On a ajouté le phosphate en mars 2026 et il y en a 30 dans l'Union européenne. Donc vraiment, la liste est flexible. Ça va vraiment dépendre des besoins de chaque pays ou chaque province. Donc là, on a la liste sous forme d'une feuille d'érable du Canada. Donc c'est la liste du Canada. Et ça, c'est la fleur de liste, donc c'est la liste des MCS du Québec. Donc là, pour le Canada, on a l'uranium et la potasse, puisqu'ils sont extraits dans la Saskatchewan. Mais ces éléments-là ne sont pas être présents dans la liste du Québec. Par contre, au Québec, on va retrouver le fer de haute pureté et la silice de haute pureté, qui, eux, ne seront pas présents dans la liste du Canada. C'est vraiment flexible en fonction des désirs de chaque province. Maintenant on sait finalement qu'est-ce que c'est qu'un minéral critique et stratégique, on va regarder à quoi il sert finalement. C'est sûr qu'il y en a partout, tout autour de nous. On en a dans les téléphones, il y a de l'indium et du gallium dans les écrans, on en retrouve dans les panneaux solaires, dans les appareils électroniques, dans les batteries bien sûr, avec le lithium, le cobalt et le nickel, et également dans tout ce qui est système de maintien de la paix, plus armement, on va dire. Donc, on a de l'antimoine dans les munitions, du vanadium dans les blindages, germanium dans tout ce qui est fibre optique et aussi du nickel dans l'acier inoxydable. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais ils sont vraiment partout, tout autour de nous, chez nous, au travail. Et puis, leur utilisation fait que augmenter avec le développement de la technologie et aussi avec l'électrification des transports finalement. Donc maintenant, on sait ce que c'est qu'un MCS. On sait dans quoi ils sont utilisés. On va essayer de comprendre finalement comment ils sont extraits. C'est sûr que chaque minerai, chaque élément va avoir son procédé spécifiquement pour être extrait et valorisé. Mais globalement, pour extraire un élément, le cycle de production d'un métal, c'est toujours le même. On va avoir une phase d'exploration où on va explorer la ressource, savoir où est notre gisement et quelle est la teneur en éléments dans notre gisement. On va avoir la phase d'extraction minière où on va extraire notre minerai et le pré-concentrer. Déjà, généralement, juste pour arriver à aller de cette phase-là à l'extraction minière, des fois, ça peut prendre à peu près 10 ans, voire plus. Ensuite, on va avoir un traitement intermédiaire de préconcentration et d'affinage. C'est vraiment là qu'est la valeur ajoutée de l'extraction d'un minerai finalement, et c'est là où on va prendre notre minerai, le préconcentrer, le traiter, l'affiner et produire un élément de haute pureté qui pourra être utilisé dans des produits finis, finalement dans les véhicules électriques, les panneaux solaires ou autres. Ensuite, ces produits-là arrivent en fin de vie. On va essayer de les recycler. Donc, on va récupérer les métaux d'intérêt, ils vont retourner dans la chaîne de valeur et ainsi de suite. Donc, il y a une étape qu'on ne voit pas forcément ici, c'est la valorisation des résidus. Actuellement, on essaye, c'est sûr, de valoriser le plus possible la ressource. Donc, quand on extrait une matière,
On va essayer de valoriser les coproduits, déjà d'un point de vue environnemental, c'est sûr, mais aussi d'un point de vue économique. Donc c'est ça. Donc vraiment retenir que le cycle de production d'un élément, ça passe de l'exploration à l'affinage et que vraiment la valeur ajoutée d'un minerai est vraiment dans l'affinage. Il faut faire vraiment la différence entre extraction et affinage d'un élément. Donc là, j'ai pris le cas du lithium vraiment pour plus parler précisément de la chaîne de valeur d'un élément. Il faut savoir qu'au Québec, on a énormément de gisements de lithium de haute pureté, principalement autour de la baie James, avec du spodumène vraiment de haute pureté. Au Canada, on a seulement 2 mines actuellement qui sont en activité, et dont une au Québec, qui est la mine de lithium Amérique du Nord, qui est située près de Val-d'Or. Donc, cette mine-là, elle est exploitée depuis à peu près plusieurs décennies. On n'a pas attendu la transition énergétique et les batteries pour extraire le lithium, parce que le lithium est aussi utilisé comme dans le domaine médical. C'est utilisé dans le domaine médical. C'est ça. Du coup, donc au Québec, pour le lithium, donc on a vu les différentes étapes. Nous, on est vraiment concentré dans tout ce qui est exploration, extraction et préconcentration du minerai de lithium. Ensuite, on a, c'est sûr, une utilisation finale dans les véhicules électriques. Et comme on peut le voir ici, on est complètement on n'est pas présent du tout actuellement dans tout ce qui est le procédé d'affinage, donc c'est-à-dire la part où on va prendre notre minerai préconcentré, on va le purifier et on va produire des carbonates ou des hydroxydes de lithium de haute pureté à destination des véhicules électriques. Donc c'est sûr qu'il y a des projets qui sont en production, par exemple avec le projet de Nemaska où on va essayer de produire de l'hydroxyde de lithium, et qui devrait déjà bientôt voir le jour, on l'espère tous. Et ça fait plusieurs décennies que c'est comme ça et où on n'a pas forcément d'affinage, de transformation finale du lithium. Donc, ce qui peut être assez problématique finalement parce que on paraît très présent dans tout ce qui est exploration, mais très peu dans ce qui est affinage et dans tout ce qui est valeur ajoutée. Donc maintenant, pourquoi c'est si important d'être présent dans l'affinage des MCS? En plus du fait que c'est là que se situe la valeur ajoutée, la problématique finalement, c'est que l'affinage de la plupart des MCS et de nombreux MCS est contrôlé majoritairement par la Chine. Donc là, on a le cas du cobalt, du graphite et des éléments de terre rares qui est presque à plus de 90% contrôlé par la Chine. Donc la Chine contrôle le marché, la Chine contrôle la plus-value qui est liée tout autour de ses ressources. C'est pour ça que c'est vraiment important de faire la différence entre extraction et affinage. Par exemple, dans le cas du cobalt, on s'attendrait à que ce soit la République démocratique du Congo qui soit présente ici, mais non finalement, parce que le cobalt est extrait en RDC, il est envoyé pour être affiné en Chine, et c'est la Chine qui contrôle le marché. Donc c'est sûr que historiquement, l'affinage il a été délocalisé en Chine pour des raisons environnementales, économiques, et aussi parce que de plus en plus, on a un épuisement des gisements au Québec et au Canada. Maintenant, je vais parler d'un cas vraiment plus précis, le cas du graphite. Et on va voir pourquoi c'est si important que ça de contrôler cette chaîne de valeur de transformation et d'extraction des métaux ici au Québec ou avec un pays qui est allié. Donc ça, on a une mine de production de graphite au Québec. Et donc, on essaye de développer cette filière-là pour le graphite, extraction et affinage. Mais il y a certains pays qui veulent pas du tout. Bon, la Chine, encore, je parle beaucoup de la Chine, bien sûr, qui veulent freiner finalement cette initiative-là. Donc, ce que peut faire la Chine, finalement, c'est, j'ai pris 2 articles de journaux. Il y a une des techniques, finalement, c'est de faire du dumping, donc de maintenir les prix bas du graphite pour complètement détruire l'écosystème qui a été essayé de mis en place au Québec. Et faire fermer les mines, finalement. Ils peuvent parce qu'ils contrôlent le marché. Une des autres choses qui
qu'ils peuvent faire, finalement, c'est freiner complètement les exportations. On a vu qu'ils faisaient ça pour le graphique, mais aussi pour les éléments de terres rares, pour pouvoir privilégier les usages internes et finalement pénaliser ou punir les pays qui ont été, qui ne sont pas forcément du même avis qu'eux. Donc c'est pour ça que c'est très important de contrôler toute cette chaîne de valeur ici, au Canada, pour éviter ce genre de problématiques. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr que le gouvernement du Québec investit énormément pour qu'on puisse développer cette filière ici, au Québec et au Canada. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va créer des partenariats finalement entre les industries minières, et également avec les pays ou avec les utilisateurs finaux des produits, du graphite ou du lithium. Donc, par exemple, Panasonic, ils ont fait un partenariat avec Nouveau Monde Graphique. Ils se sont engagés à acheter leur production au prix du marché lorsque l'exploitation sera prête. Ford et Nemaska Lithium également, ils ont conclu une entente d'une production de 13 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an sur une période de 11 ans, lorsque le procédé d'affinage sera en exploitation. Finalement, c'est vraiment une vision gagnant-gagnant parce que d'un point de vue de la minière, elle s'assure d'avoir un prix qui est plus ou moins stable et de finalement vendre sa production. Et de l'autre côté, on a Ford qui est, de son point de vue, lui, il est sûr d'avoir un hydroxyde de lithium qui sera produit d'une matière éthique, environnementale et aussi qui sera produit dans un pays qui est plus allié. La situation au Québec maintenant. Au Québec, c'est sûr qu'on a énormément de mines d'or qui ne sont pas des minéraux critiques et stratégiques, qui ne sont pas sur la liste du moins. On a également, on l'a vu, une mine de lithium vers Val-d'Or. On a des sites d'exploitation du nickel, du niobium, du graphite et du titane. Et ensuite, on a aussi énormément de projets miniers qui sont en cours ou qui sont en voie d'être développés dans tout type de minéraux, finalement. Le Québec est vraiment riche même en comparant par rapport au Canada. Dans ces ressources minières, on a du cuivre, on a du fer, on a du phosphate, on en entend beaucoup parler avec First Phosphate et Iron Phosphate, du lithium, bien sûr, autour de la baie James, du titane, des terres rares, du niobium, du zinc. Donc on est vraiment riche en ressources minières et ça, c'est vraiment juste les projets miniers. Si on va sur tout ce qui est la carte avec les claims ou les projets d'exploration, on est à plus de 1000 projets de tout type, partout au Québec. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le gouvernement fait au Québec pour pouvoir finalement valoriser cette filière-là et valoriser cette chaîne de valeur? Donc, il y a différents programmes de recherche qui ont été mis en place. En 2020-2021, il y avait le plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques. Et maintenant, on est plus sur la stratégie québécoise pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques. C'est le plan 2025-2031. Donc là, on a un budget de 88 millions et on a un budget qui est orienté autour de 4 phases pour finalement améliorer l'environnement d'affaires et accélérer les projets dans le développement des MCS, développer l'ensemble de la chaîne des valeurs des MCS, donc de l'extraction à l'affinage, et aussi déployer les infrastructures et les corridors logistiques stratégiques, dont les voies routières ou voies de chemin de fer et autres, pour approvisionner les MCS à l'international ou à l'intérieur du pays. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait à Thetford? Donc, comme vous le savez tous, je pense, il y a énormément... Thetford, c'était une place où on a exploité les résidus amiantés pendant très longtemps. Et actuellement, on a à notre disposition environ 650 millions de tonnes de résidus de serpentine entre la région de Thetford Mine et de Valdez-Source. Dans ces résidus miniers-là, il y a environ 20 à 22% de magnésium et aux alentours de 0,2% de nickel. Il y a aussi des fois 50 ppm de cobalt. Pas tant intéressant, mais il y a du cobalt.
Le magnésium et le nickel sont des MCS. Donc nous, on va essayer, et on essaye déjà depuis plusieurs décennies, de valoriser la ressource. Il y a actuellement 2 compagnies qui sont en production. Les Sables d'Olimac, qui valorisent la ressource avec un traitement thermique. Et il y a aussi récemment KASM qui ont commencé une exploitation commerciale en 2025 où ils vont produire des engrais, donc c'est du sulfate de potassium et de magnésium à partir des résidus miniers. Après, il y a de nombreux projets. Aussi, il y a Eco2 Magnesia qui font de l'oxyde de magnésium de haute pureté. Il va y avoir Xterra, Deep Sky, Planetary Technology et plein d'autres. C'est ce qu'on fait, nous, à Coalia, du moins l'équipe de Coalia. Donc, on a bien sûr un projet avec Saint-Georges Ecomining. Je pense que de nombreuses personnes sont au courant ici. C'est un pilotage de procédés hydrométallurgiques pour extraire le lithium à partir de sources primaires et secondaires. On a le projet avec Titan Discovery, où là, on va essayer de récupérer le phosphore et le titane dans des gisements d'apatite et d'ilménite. Et on a un projet avec Clayson Ecomineral qui consistait à extraire des éléments de terre rares dans des argiles. Donc, la conclusion de cette présentation, c'est que les MCS, comme on l'a vu, sont vraiment omniprésentes partout autour de nous et leur utilisation, elle va faire que augmenter. Et aujourd'hui, finalement, certains pays contrôlent l'affinage, on l'a vu, c'est assez problématique et ça peut devenir vraiment un moyen, un levier de pression économique et politique vraiment très important. Et sans une autonomie suffisante maintenant, ou sans la création de partenariats avec des alliés, on risque de vraiment rester à la traîne dans certains secteurs clés, finalement, comme la production de véhicules électriques, puisque eux vont s'installer à côté, généralement des sites de production de cathodes ou de batteries, par exemple. Et on va aussi rester à la traîne dans tout ce qui est nouvelles technologies et armement. On l'a vu pour les éléments de terre rares, la Chine peut vraiment décider d'un embargo et d'arrêter complètement de nous envoyer des éléments de terre rares et on va juste arrêter la production. Donc vraiment, l'objectif ici, c'est vraiment idéaliste de se dire qu'on peut faire ici au Québec ou au Canada une autosuffisance totale, mais on peut vraiment renforcer notre souveraineté économique par la diversification, la transformation locale et aussi par la création de partenariats avec des pays alliés en Europe ou alors en Asie. Donc, je pense que le Canada et le Québec, surtout le Québec, ont bien saisi les enjeux qui sont liés au soutien à l'exploitation des MCS et ils soutiennent vraiment activement le secteur avec des investissements majeurs, surtout ces dernières années. Merci pour votre attention. Je tenais à remercier mes collègues à Coalia qui ont relu ma présentation et aussi Valérie Desbiens, avec qui j'ai discuté toute une matinée sur le sujet. Merci. Du MNRF, Valérie du MNRF, merci. Toujours, je t'agace. C'est bien correct. Stéphane, est-ce qu'on en a en ligne? Des questions? C'est bon. Ah, merci, Marc. Je vais te donner le petit micro. Merci Julien pour la présentation. Est-ce que je parle? On a parlé des enjeux géopolitiques et on sait que pour les éléments de terre rares, on a un voisin au sud là, qui menace tous ses voisins, qui menace tout le monde d'envahir tous les pays pour les éléments de terre rares. Est-ce que... C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est très anxiogène, donc j'ai préféré pas en parler. Mais oui, c'est sûr que les États-Unis ils nous menacent essentiellement de nous annexer le Groenland et aussi le Canada par rapport aux ressources, aux richesses dans le sol, qui est complètement, pour moi, c'est juste une mesure plus démagogique qu'autre chose, parce que
Pour ouvrir une mine, à partir du moment où on a localisé le gisement, ça prend plus d'une dizaine d'années. Finalement, c'est peut-être plus une mesure démagogique qu'autre chose. Et puis actuellement, les États-Unis, ils ont des mines de production d'éléments de terres rares, mais ils envoient le concentré se faire traiter en Chine aussi. Donc, je pense que c'est sûr que c'est anxiogène, c'est sûr qu'on en parle beaucoup, mais est-ce que c'est vraiment réel? Je ne sais pas. Je vais aller d'une petite question, Julien. On a vu dans ta présentation qu'on avait on a un beau potentiel, mais il y a aussi des exploitations des exploitations de différents minéraux critiques. Est-ce qu'il y a certains de ces minéraux critiques-là qu'on se distingue quand même beaucoup au Québec par rapport au marché mondial, ou est-ce qu'il y a certains minéraux qui tirent notre épingle du jeu un peu, là? Est-ce que, c'est sûr qu'il va y avoir le cuivre et le nickel, où c'est sûr qu'on est capable quand même de faire un affinage. On a des comment on appelle ça? Des usines de transformation. Le lithium bientôt, j'espère. On va être capable de transformer le lithium. C'est ça. Mais oui, je dirais principalement aussi graphite, exact. Graphite, lithium bientôt, nickel et cuivre. C'est surtout bientôt, on va dire, j'imagine. Certains, mais t'avais une idée en tête sur certains ou non? J'avais pas d'idée. Je sais pas. J'ai une autre petite question. En fait, qu'est-ce qui pousse les minières en fait à s'arrêter au niveau de la préconcentration? Qu'est-ce qui nous manque pour faire la transformation localement? Ça, c'est une question complexe. C'est sûr qu'il y a ce qui nous manque. Je sais pas s'il nous manque des choses, c'est sûr, mais c'est surtout d'un point de vue des contraintes. On l'a vu, le nickel, là, on essaye de valoriser notre nickel, mais c'est dur de faire une compétition par rapport à l'Indonésie, qui produit la plupart du nickel actuellement, et finalement qui a aucune vraiment d'Indonésie maintenant, et on a lutté pas forcément à armes égales avec d'autres pays. On n'a pas les mêmes enjeux. Ce qui nous manque, c'est sûr que je pense que ce qui nous manquait, peut-être que c'est aussi le prix des métaux. Là, il y a vraiment une ambition des gouvernements. Je pense que tout le monde a senti l'enjeu, peut-être plus qu'il y a une dizaine d'années ou plusieurs décennies. On a vraiment senti que c'était vraiment nécessaire d'acquérir toute cette chaîne de valeur ici, plutôt qu'ailleurs. Et à notre niveau, chez Coalia, on peut quand même travailler pour développer des procédés plus verts et plus économiques à notre petit niveau, là. Donc, c'est sûr, c'est sûr. Je vais rebondir sur la question, Anassima. On a vu, tu as parlé de l'Indonésie avec le nickel, entre autres. Là. Eux, ils empêchent l'exportation de minerais bruts là, pour favoriser la transformation. Puis là, dernièrement, il n'y a pas 2 ou 3 semaines, le Zimbabwe fait la même chose avec ses concentrés de lithium. Pour faire la transformation sur place. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est une pratique qu'on devrait importer ici aussi? Ça pourrait être une pratique qu'on pourrait importer ici, mais oui, effectivement, l'Indonésie. Après, c'est sûr que ça prendrait
c'est complexe comme question parce que ça prendrait, on va dire, pas un gouvernement fort, mais plus un gouvernement moins démocratique pour mettre en place ce genre de choses. Est-ce que ça montre finalement, peut-être que ça montre aussi qu'il ne faut pas forcément faire confiance au gouvernement du Québec parce qu'il risque de changer les règles en cours de route. Et je suis d'accord avec toi que ça serait une bonne chose d'un point de vue, mais d'un autre point de vue, ça montrerait qu'on ne respecte pas forcément certaines règles. Et si ça devient vraiment indispensable d'avoir la production ici, oui, je pense que ça devrait être rendu là. Merci. Question en ligne, Stéphane. C'est plus un commentaire en ligne. Un commentaire ici de Valérie Desbiens. Le Québec est le seul en production de concentré de graphique en Amérique et un des 2 seuls en lithium présentement. Merci de la précision. Est-ce qu'on avait d'autres questions, d'autres commentaires? Non, ça faisait le tour? Donc, ben merci. Merci, on est juste à l'heure pour rentrer dans notre demi-heure. Je vous laisse sur ça. Puis merci encore, Julien, d'avoir participé à cette vidéo.